à l'époque, si j'avais vu une artiste que je kiffe qui propose de faire un featuring, j'aurais pété ma tête. J'aurais pété ma tête contre un mur. Est-ce que tu l'as pété cette tête contre le mur quand Stromae te remarque et fait de toi un coup de cœur durant une interview, je crois? Mais voilà, ça c'est un exemple parfait. Oui, j'ai pété ma tête contre un mur à ce moment-là. Ton premier titre, c'est Plastique. Oui. Qu'est-ce que ça raconte, Plastique? Ça parle de moi, ça parle du fait de se travestir pour ressembler à quelque chose de mieux, de plus beau, de plus intelligent, de plus drôle, enfin être une version 2.0, je pense. Tu as fait un clip pour Plastique. Aujourd'hui, c'est mon premier clip. C'est mon premier clip, on va tourner mon premier morceau qui va sortir qui s'appelle Plastique. L'image, c'est trop important. En fait, ça fait partie intégrante totalement de comment je vois mon art. Quand tu mets de l'image, t'as l'opportunité de donner une autre lecture à la chanson. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le podcast Experte à la Une. Et aujourd'hui avec moi, une jeune femme qui est en train de devenir une étoile montante en Belgique. Bonjour, Camille Yembe. Bonjour. Qui es-tu, Camille ? Donc, je suis, comme tu as dit, je suis une artiste qui vient de Belgique. Je suis née à Bruxelles. Je fais de la musique depuis pas mal de temps. J'ai toujours du mal à savoir dire quand est-ce que ça a commencé. Mais je me suis vraiment lancée il y a 2 ans. Et là, je suis là avec toi. Alors moi, j'espère dans ce podcast que tu vas me dire des choses que tu n'as jamais dit à personne. Alors, par quoi tu pourrais commencer ? Je pourrais commencer... j'ai tellement dit déjà dans ma chanson. En vrai, cette chanson-là qui porte ce titre-là, donc je ne l'ai jamais dit à personne. Mais en vrai, je pense que les trucs que je dis peu, c'est tout ce qui est de l'ordre un peu de la famille. Je suis assez pudique à ce niveau-là. Et donc, en fait, j'arrive à lever le voile et à être un peu plus impudique en chanson maintenant. Mais c'est pas la même chose chanter ton histoire et la raconter en parlant, tu vois. Ça crée autre chose. Et donc, voilà. Mais je sais pas qu'est-ce que je pourrais pas te dire. Hein. J'ai dit déjà tellement de choses dans cette chanson-là. Je suis sûre qu'il reste encore des secrets. Tu penses ? Ouais. Des secrets, peut-être qu'il y a... En fait, j'ai l'impression que je suis arrivée à un stade où je suis quand même assez libre et où je dévoile assez qui je suis. Il y a peu de choses que les gens connaissent pas. Après, il y a des petits trucs de ma personnalité que je dévoile pas, que les gens connaissent pas. Ils connaissent que la Camille Yembe artiste. Et voilà. Alors, tu as grandi en Belgique, tu es congolaise, oui, et belge. Mm-hmm. Donc, ta maman est belge. Tout à fait. Et ton père est donc congolais. Tout à fait. Donc, tu as grandi dans un quartier qui est malheureusement connu pas pour forcément des bonnes raisons, Molenbeek. Mm-hmm. Tu peux nous décrire ce quartier ? Ouais, mais c'est marrant, parce qu'il a pas une bonne réputation, ce quartier-là. C'est cette commune, alors que, Molenbeek, c'est beaucoup plus que ça, tu vois. C'est une grande histoire. C'est une commune qui est très multiculturelle, donc ça crée énormément d'ouverture. Quand tu vas dans ce quartier-là, tu t'adresses aux gens, tu vois que tout le monde accepte l'autre, qu'il y a un savoir-vivre ensemble, tu vois. Et puis surtout, c'est ce qui m'a forgée, tu vois. Je suis restée là jusqu'à mes 12 ans et demi. Et je crois que si j'avais pas été là, j'aurais pas été la même. Je pense que j'aurais pas eu une aussi grande ouverture. Et puis l'air de rien, quand j'étais là, j'étais plus peut-être avec des gens qui étaient comme moi. Donc j'avais pas encore beaucoup développé de complexes parce que quand j'allais à l'école, c'était des personnes qui s'habillaient comme moi, qui avaient les mêmes codes que moi, qui étaient, je sais pas, très mélangées. Et puis j'ai déménagé dans une ville à côté qui s'appelle Tubize. Et là, c'était un peu plus... c'était moins populaire, disons. Et je pense que là, l'écart s'est un peu creusé. Je commençais un peu à complexer par rapport à mes moyens, qui j'étais, etc. Quand je me comparais aux autres et tout. Donc voilà. Je sais pas si j'ai su décrire ce que c'est Molenbeek, mais en tout cas, c'est... je sais pas, c'est une commune où tu peux parler toutes les langues. Tu peux parler lingala, tu peux parler arabe, tu peux parler français, néerlandais. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une commune hyper riche. Et tu vivais plutôt dehors, dedans. Comment tu as été élevée ? J'ai eu différentes étapes dans ma vie, en vrai. Mais quand j'étais à Molenbeek, je vivais plutôt dehors, en vrai. En fait, ouais, je pouvais sortir, traîner en bas de mon bâtiment et jouer dans l'herbe avec ma sœur, avec les gens qui étaient là du quartier, etc. Je montais le grillage en face. Il y avait un stade de foot en face de mon bâtiment et je montais le grillage et on allait sur le terrain de foot et tout. Pas très légal, mais qu'est-ce que tu veux dire à des petites filles de 10 ans ? Tu les laisses jouer. Et puis voilà, donc c'était beaucoup dehors. Et puis, quand j'ai déménagé, donc dans l'adolescence, avant que je quitte le foyer familial, c'était plus à la maison. Là, ça a été d'un coup très, très strict quand on a déménagé. Et là, je voyais plus rien d'autre que la maison et l'école.
à ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, tu quittes le foyer familial. Ouais. Donc, tu es en quelle classe et pour quelle raison, si tu peux nous le dire, tu quittes ce foyer? Du coup, c'est à mes 16 ans. Je dis souvent je quitte, mais j'ai plus été amenée à quitter, enfin dans le sens où c'était plus possible à la maison. Et pour quelles raisons? Pour des raisons familiales, en vrai, c'est compliqué. En fait, je pense que des fois, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de familles où il y a des sortes de... Ouais, des familles fragiles. Des familles fragiles où, finalement, c'est pas propice pour qu'une enfant évolue là. Et moi, c'était mon cas. Et du coup, j'ai été amenée à prendre un autre chemin. Et donc, ouais, à 16 ans, j'ai quitté le foyer familial et je pense que ça a été... à ce moment-là, c'était le pire malheur de ma vie. Vraiment, je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'avoir un foyer, etc. Et au final, avec le recul, maintenant que j'ai 29 ans, je me dis, c'était le pire malheur, mais ça cachait quand même une porte, en fait. Ça m'a ouvert la porte à une forme de liberté, de trouver mon propre chemin et un peu de m'émanciper du climat qu'il y avait chez moi à la base, je pense. Mais comment tu fais? Tu te retrouves toute seule? Tu désertes donc le foyer familial? Ouais. T'as quand même une sœur? J'ai une sœur. En fait, au moment où je pars, c'est vrai, ma sœur, elle habite dans la famille. Moi, j'habite 1 an chez ma grand-mère, qui est vraiment toute ma vie. Ma mamie, c'est vraiment... je pourrais en parler des heures. Mais je suis restée chez elle qu'une année parce qu'elle tombe malade. Et donc, du coup, là, en fait, il y a ce qu'on appelle chez nous, ça s'appelle le CPS, mais je sais pas comment on appelle ça chez vous, quand on donne un peu des revenus sociaux, enfin, un logement social, etc. Je sais pas comment on appelle ça ici en France. Le RSA? Le RSA, peut-être, voilà. Et donc, eux, ils se sont occupés de me trouver un petit appartement à Tubize. Et donc, je vivais comme ça. Je vivais là, quoi. Je vivais là. Et ouais, c'était particulier. C'était particulier. Un peu tôt, peut-être. Et t'as coupé les ponts avec toute ta famille? Excepté peut-être ta grand-mère? Donc, j'ai ma sœur. J'ai ma sœur qui est là. Et j'ai mon père aussi, avec qui j'ai renoué contact à mes 18 ans. Et voilà, donc après, oui, après, avec la famille, c'est plus compliqué, le reste de ma famille. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai quand même s'il y a tout un côté de ma famille où c'est plus compliqué, j'ai quand même plein de bénédictions dans le sens où, j'ai habité à un moment donné chez une copine à moi et sa maman m'a pris vraiment comme sa fille. J'ai aussi une tante, j'ai quand même des personnes qui ont joué un peu des rôles en substitut. Et donc, j'estime quand même être chanceuse au final. Tu vois, parce que j'ai quand même eu dans mon chemin des personnes qui m'ont permis de me propulser et de tenir, quoi, tu vois. Mais avec du recul, tu te dis que tu as eu une enfance heureuse? En fait, je veux même pas vraiment prendre du recul. Franchement, je voudrais pas retourner à moi, ma meilleure période, je considère que c'est celle-ci. C'est ma vingtaine. Ma vingtaine, c'est ma meilleure période parce que j'ai quitté la précarité, je sais qui je suis, j'ai fait le deuil aussi d'un certain idéal de famille, tu vois. Et du coup, je considère que c'est cette période-là la meilleure. Je voudrais pas retourner en arrière, pardon, mais à la fois, ça fait partie de moi, tu vois. Je suis un peu en accord avec ça. Je pense je pense que c'est très fréquent ce type enfin, je sais pas si c'est très fréquent. Peut-être que j'exagère. Peut-être pas, mais c'est ma vie, enfin voilà. Mais je retournerai pas là, je retournerai pas à cette époque-là, ça c'est sûr. Et la famille idéale pour toi, tu la vois comment cette famille idéale? Franchement, une famille idéale pour moi, c'est une famille qui lâche pas les membres de sa famille parce qu'il y a un problème, qui accepte l'autre même quand il y a des difficultés. Je pense que c'est ça. Et ouais, je pense que c'est même pas... Moi, je vois même pas en mode d'office papa, maman, enfant. Je vois surtout, en fait, même si c'est des familles recomposées, mais qu'il y a l'acceptation et, ouais, je pense de l'accompagnement, du soutien, enfin, de l'amour sain, quoi. Je pense que c'est comme ça que je vois la famille idéale, ouais. L'acceptation de l'autre. Ouais. C'est ce qu'on va retrouver dans tes textes, notamment avec ton premier titre, Plastique, aussi. Comment tu arrives à la musique, puisque tu es toute seule, donc tu arrêtes tes études, comment ça se passe? Tu vas jusqu'où? Alors, en Belgique, on va pas jusqu'au bac, c'est pas comme en France, mais tu vas jusqu'où? Tu arrêtes? Non, j'ai quand même continué mes études, et en fait, je me mets beaucoup de pression pour continuer le plus longtemps possible, parce que je me dis, si j'arrête mes études, ça y est, c'est foutu, je vais être un cas social, c'est sûr. Donc, j'essaie de tenir vraiment mes études longtemps. Tu voulais t'en sortir? Oui, je voulais m'en sortir, en fait. Et j'avais la sensation que c'était par les études. Tu vois, moi, la musique, ça avait l'air d'être inaccessible pour moi, même si j'adorais ça.
Donc, je faisais ça plutôt dans mon coin, dans ma chambre, mais je le mettais pas vraiment en pratique. Je me concentrais sur mes études. Et il y a un moment, oui, j'ai juste plus su... Enfin, j'étais en études supérieures en commerce, rien à voir. Et à un moment donné, j'ai juste plus su joindre les deux bouts entre travailler et étudier. Donc, j'ai arrêté. Et je pense que c'est là que je me suis un peu plus mise à la musique et j'ai eu des opportunités d'écriture pour d'autres personnes. Je pense que le fait d'écrire pour d'autres personnes m'a ouvert vraiment une voie. Dans l'ombre, certes, mais ça m'a ouvert une voie. Et voilà. Tu écrivais quand tu étais plus jeune? C'est quelque chose qui t'animait d'écrire? Assez tard, en vrai. J'ai commencé à écrire à 18 ans. Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que vraiment, l'écriture, c'est même pas que je me disais, je peux pas écrire. J'y pensais même pas. C'était même pas un truc qui était dans mon imaginaire. Pour moi, c'était les autres, tu vois, c'était un truc de littéraire, je sais pas. Et donc du coup, c'est à mes 18 ans quand j'ai rencontré la première personne dans l'industrie de la musique qui s'appelle Gandhi, c'est un rappeur. Il m'a dit ouais non mais quand je vois ta vie, je comprends pas comment tu me parles pas de ta propre vie, de pourquoi t'écris pas tes propres chansons. Et c'est là où j'ai commencé à poser la plume pour la première fois et j'ai plus jamais lâché. Au final, je me rends compte aujourd'hui que c'est ma meilleure arme. Donc, Et comment tu fais? Parce que tu sors de ce milieu-là, tu ne connais personne, tu es autodidacte, tu apprends toute seule la musique. Comment tu vas aller rencontrer, par exemple, Gandhi, qui est devenu ton mentor, ton manager? C'est un peu le grand frère aujourd'hui, Gandhi? C'est mon manager surtout. Je pense que c'est vraiment mon manager et ma personne vraiment de référence dans la musique. Comment tu le rencontres? Enfin, comment tu crées des opportunités? Oui. En fait, oui, c'est ça. En fait, je l'écoutais dans l'adolescence déjà, Gandhi. Et à un moment donné, j'étais chez moi et je me dis, mais comment? Parce qu'en fait, je connaissais personne, je savais pas par quel chemin passer, je comprenais même pas le système. Juste, je me suis dit, tu sais quoi, Gandhi, tu kiffes ce qu'il fait. Envoie-lui juste une vidéo. Peut-être il va aimer, peut-être il va pas aimer, peut-être que c'est une opportunité, tu vois. Donc, j'envoie une vidéo, il a aimé, et le hasard des calendriers a fait que moi, quand j'ai été retrouver mon père, justement à mes 18 ans, au Congo, lui aussi allait enregistrer son album au Congo. Oui, parce qu'il a des origines congolaises également. Tout à fait. Et donc, on s'est vu à Kinshasa pour la première fois. Et je suis rentrée dans un studio pour la première fois aussi à mes 18 ans. Et ça a été un peu le point de départ. Et ça a été un peu ma porte d'entrée dans l'univers de la musique. Parce que vraiment, en fait, je savais pas par où passer. Il faut savoir que c'est quand même un monde où, surtout à cette époque-là, si t'as pas de contact, ben, tu sais pas trop comment faire, en fait. Tu connais pas la méthode, tu vois. Il y a pas vraiment de méthode miracle. Et voilà, ça a été le début. Et donc, cette vidéo, tu lui mets quoi sur cette vidéo à Gandhi? Qu'est-ce que tu lui envoies? Tu t'en souviens? Ouais, je me souviens. En gros, j'avais un ukulélé à ce moment-là. Et je lui envoie une petite vidéo. Je fais une reprise de ukulélé, une chanson en anglais que je comprenais pas du tout. C'était quoi? Et je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout, non. Et c'est dans la salle de bain. Et je lui dis, ouais, je veux juste savoir ce que t'en penses. Voilà, je suis chanteuse, je m'appelle Camille MB, je viens de tel endroit, etc. Et lui, en fait, moi, je savais pas, mais il était occupé de préparer son album et il cherchait des voix féminines. Et il a accroché. Il m'a dit, mais j'aime vraiment bien ce que tu fais. Ça te dirait pas qu'on se voit en studio? Et moi, j'étais comme une folle. Je me disais, waouh, et tout, incroyable. Il a répondu. Et donc, voilà. Et donc, tu le rencontres. Ouais. Et c'est une histoire qui dure toujours. C'est une histoire qui dure toujours. Et ouais, c'est ma plus longue histoire artistique, au final. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ouais. Et alors après, comment tu te construis? Alors, il va t'aider pour te construire musicalement, etc. Comment tu vas te construire au fur et à mesure, puisque tu écris pour les autres? Et à quel moment tu fais le pas de dire les textes, je vais les garder pour moi? Oui. Bah, en fait, oui, j'écris d'abord pour les autres. C'est un exercice hyper cool en soi. Et je pense qu'il y a un moment culminant quand même, c'est quand je suis à la résidence d'Eva. C'est une chanteuse française qui fait une résidence avec Damso notamment, etc. Il y a vraiment beaucoup de gros noms à ce moment-là. Là, c'est lui qui t'introduit dans cette résidence également? Oui, parce qu'en fait, Gandhi connaissait Damso, comme ce sont deux rappeurs belges. Il a été appelé pour écrire sur cette résidence-là et il dit non, mais je connais une autrice qui est vraiment trop cool, elle écrit vraiment bien et tout, vas-y, viens, on la ramène. Damso, il dit ok, bon, ramène-la. Et c'est là où je commence à écrire pour Eva. De base, je devais écrire, je pense, un morceau, c'était l'intro. Et j'ai fini sur énormément de titres de son album. Et c'était En fait, c'était un moment intense pour moi parce que je passais la semaine là. Et à la fois, je continuais de télétravailler parfois ou de retourner au boulot, puis après de revenir là. Enfin, j'avais une sorte de double vie à ce moment-là. Le studio, il était immense, il était magnifique. Je me sentais ancrée, je me sentais moi-même, je me sentais alignée. Et à un moment, en fait, je me rappelle, je suis prise d'émotion et je me rends compte que je suis occupée de passer à côté de ma vie, en fait, que je fais pas, que je suis à un taf que je déteste et que ce sera jamais le bon moment. Parce qu'en fait, moi, je n'osais pas quitter mon travail parce que j'avais peur de retomber dans une précarité. J'avais des traumas que je traînais et qui faisaient que j'arrivais pas à passer le cap. Et là, vraiment, cette résidence-là, je me suis dit, ok, non,
qui m'a dit, en fait, il faut que tu le fasses, il faut que tu prennes le risque. Et donc, j'ai quitté mon travail. Parce que tu as enchaîné les petits boulots. Qu'est-ce que tu as fait comme petit boulot et qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que ça t'a appris des choses? Oui, franchement, honnêtement, j'aurais pas voulu forcément un autre parcours, même si c'est toujours mieux d'être plus aisé, etc. Mais ça m'a appris beaucoup. Je pense que ça m'a appris vraiment la résilience. Ça m'a donné un peu, je pense, la valeur de chaque chose, de chaque euro. Mais en petit boulot, j'ai enchaîné quoi? Franchement, j'ai tout fait. Hein. J'ai fait vendeuse chez Primark. J'ai travaillé dans différents bars en tant que serveuse. J'ai fait le ménage. Puis j'ai trouvé enfin ce poste-là que j'arrivais pas à quitter parce que c'était ma première stabilité. Je travaillais dans un call center et j'avais un CDI. Donc pour moi, c'était une folie. J'avais un CDI, j'avais des chèques repas. Vraiment, pour moi, c'était le luxe. J'avais un salaire qui tombait tous les mois. Et je m'étais dit, quand j'ai eu ça, je me suis dit, OK, je vais rester 1 an, le temps de me mettre un peu bien. Et après, je quitte, je fais la musique. Mais voilà, c'est ça le problème des prisons dorées, c'est que t'arrives pas à en sortir, en fait, au final. Et, pour toi, le call center, c'était une prison dorée? Oui, oui. Non, mais j'avais rien à faire là. Je me rappelle même quand j'ai fait l'entretien, je décrivais une personne qui n'était absolument pas moi. Et c'est-à-dire que tu t'es créé un personnage? Oui, totalement. Oui, je me crée un personnage pour qu'on me prenne, quelqu'un de voilà qui avait vraiment envie de faire ce travail-là. Et puis. Et ça donnait quoi alors le personnage que tu te créais? C'était qui cette Camille Yambé qui n'est pas celle d'aujourd'hui? Hyper organisée, qui se voit longtemps dans l'entreprise et qui aimerait éventuellement monter les échelons dans cette entreprise-là. Voilà, c'est ça que ça donnait. Ce qui était absolument pas moi, puisque je voulais pas être là. Mais ça a marché? Ça a marché. Et ça a marché, ça a tellement bien marché que je suis restée 4 ans, au lieu de rester 1 an, ce qui était beaucoup trop. Mais non, c'était un taf où les 2 dernières années, j'y allais, j'avais la boule au ventre, j'enlevais jamais ma veste, je restais avec ma veste toute la journée pour partir directement dès que c'était fini. Enfin, tu vois, j'étais dans un truc où ça me correspondait pas, tu vois. Et ouais, je suis contente d'avoir eu le courage de quitter. Mais en plus, call center, tu répondais à des coups de fil, c'est ça toute la journée? Toute la journée, ouais, toute la journée. Genre, je pense que c'était une histoire de 50-60 appels par jour, et c'est des factures, donc en plus, c'est pas agréable. Mais ouais, non, en plus, call center, je pense que la durée de vie des personnes, c'est 1 an. Moi, je suis restée 4 ans, franchement, je suis restée beaucoup trop longtemps pour mes aspirations, ça correspondait pas. Et d'ailleurs, quand je suis partie, mes patrons, ils me disaient, mais t'es complètement folle de partir pour te lancer dans la musique. On n'arrête pas de me dire, mais t'es sûre, Camille, t'es sûre de ce que tu fais, tu retrouveras jamais un emploi comme ça et tout. On me mettait une pression, tu vois. Et moi, je me disais, non, mais je sens que c'est pas ici mon chemin. On me disait, non, mais t'es sûre. Et le gars, il m'a accompagné, mon patron, jusqu'à la grille quand il a dû prendre mon badge. Il m'a dit vraiment, Camille, je te trouve folle et tout, mais vas-y, si tu veux faire ça, vas-y et tout. Il m'a laissé partir. Il voulait vraiment te garder. Donc je pense qu'il voulait me garder, mais je pense que lui aussi, il se disait, mais elle va pas y arriver, quoi. Elle part dans le mur. Ouais, elle part dans le mur. En plus, je suis là, je dis oui, je quitte pour faire de la musique. Ils se disent, mais qu'est-ce que... Non, tu vois. Mais c'était important pour toi d'avoir... Enfin, ce déclic était important pour toi. Mais je pense franchement qu'à un moment donné, c'est essentiel de se donner au moins une chance dans la vie. S'octroyer à nous-mêmes une chance. Tu vois, j'avais... En fait, ma hantise, c'est un jour d'être vieille. Genre, j'ai 80 ans. Et je suis là, je suis à la maison et je repense à tout ce que j'aurais pu faire et que j'ai pas osé faire. Je veux pas vivre ça. Donc là, t'as 29 ans. T'as encore un peu de temps. J'ai un peu de temps. T'as un peu de temps. Mais tu te dis quoi, là, justement, à 29 ans? Tout ce que j'ai fait, je ne regrette rien ou il y a des choses que tu regrettes? Est-ce qu'il y a des choses que je regrette? Je regrette quasiment rien, en vrai, dans le sens Quasiment, donc il y a quand même des petites choses que tu regrettes. Ouais, il y a des petites zones d'ombre. Il y a des petites zones d'ombre. En fait, je regrette rien parce que quasiment rien. En tout cas, je regrette pas tout ce qui était aligné avec mes convictions du moment et où je me sentais ancrée et juste dans ce que je faisais, même si c'était des erreurs. Et voilà. Mais après, il y a des trucs. Il y a des trucs. Des petits trucs que tu gardes pour toi. Il y a des petits trucs, que j'aurais pu faire autrement et que j'avais pas le courage de faire à ce moment-là. Mais je peux l'évoquer brièvement. Moi, ça tourne toujours autour de ma grand-mère. Donc, j'ai dit, ma grand-mère était tombée malade et moi, j'étais jeune à ce moment-là. Et je me dis peut-être que, au lieu qu'elle aille chez ma maman, peut-être que j'aurais dû, moi, m'en occuper au moment où j'habitais avec elle. Et ça, c'est un peu un regret que j'ai aujourd'hui. Elle est plus de ce monde, ma mamie. C'est un peu un truc qui me pèse. Je me dis, bon, est-ce que j'aurais dû? Mais à la fois, j'étais hyper jeune. Enfin, il y a des petits regrets. Mais en tout cas, ce que ça m'a appris, c'est qu'il faut toujours être aligné avec soi et pas faire... être aligné. C'est trop important. Parce que sinon, c'est là qu'il y a des regrets.
Ta grand-mère, elle te soutenait dans tes projets? Ouais, franchement, ma grand-mère, elle était aussi folle que moi, en vrai. Elle me soutenait dans mes projets et pourtant, elle vient pas du tout d'un milieu artistique ou quoi que ce soit, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle avait gardé une naïveté comme ça toute sa vie. Et du coup, quand je lui disais, ouais, j'aime trop la musique, je jouais des trucs, elle dit, oui, mais peut-être, Camille, peut-être qu'un jour ça va arriver. Enfin, tu vois, elle voyait pas non plus de limite, elle était dans un truc un peu ouais, tout est possible, tu vois. Elle avait envie que tu réussisses et envie de voir en toi le bonheur aussi, certainement, Je d'une pense, grand-mère ouais, énormément. pour Ouais. sa petite fille. Exact. Est-ce qu'elle a eu le temps de voir le début de ton succès? Elle a pas eu le temps de voir le début de mon succès, mais je lui chantais quand même beaucoup de trucs à elle, juste en privé. Des fois, je prenais ma guitare et je lui chantais des choses à elle. Après, non, elle a pas vu, mais quand je le fais, je pense beaucoup à elle. Voilà. Et qu'est-ce que tu lui chantais? Des reprises, mais aussi des compos que je commence à faire tout doucement. Je lui faisais mes premières compos, elle disait que c'était bien, alors que maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'était vraiment pété. Mais ouais, je faisais des petits trucs que je gribouillais, voilà. Et la guitare, alors, tu l'apprends toute seule? Puisque tu n'as pas pris de cours de solfège ni de musique. Yes. T'apprends comment? Je regarde les doigts dans les vidéos, en fait. Je regarde les doigts dans les vidéos. Genre, par exemple, s'il y avait une chanson que je voulais apprendre, je la tapais sur YouTube et je regardais précisément les doigts et je reproduisais progressivement comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris. Le piano, pareil. Et en vrai, je sais toujours pas ce que je joue. C'est pas bien. Moi, je pense que c'est pas bien. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, je me mette un peu au moins à apprendre quels sont les accords que je joue, parce que je suis pas au courant. Mais ça crée aussi une forme de liberté. Parce que comme tu sais pas ce que tu fais, tu peux tout faire. Donc voilà. Mais c'était une sorte de mimétisme, mais tu as quand même une bonne oreille à la Oui, base. oui. En fait, c'était une forme de mimétisme. Et moi, je me rendais pas compte à ce moment-là que c'était le début de mon apprentissage. Parce qu'après, j'ai pu composer, par exemple, au piano. Dans mon album, il y a une chanson que j'ai composée au piano. Et en fait, ma manière de faire, elle est... Je pense qu'il y en a qui vont comprendre de quoi je parle. Mais juste, je tape sur une première touche. J'entends le son. Et dans ma tête, j'entends la deuxième note dans ma tête. Et puis, je la cherche. Et je fais ça comme ça pendant toute la chanson. Et c'est comme ça que je crée mes accords, juste en imaginant le son et en le cherchant ensuite sur le piano. Donc je pense que ça m'a quand même forgé à pouvoir réussir à faire ça maintenant. Donc ton premier titre, on en parlait tout à l'heure, c'est Plastique. Oui. Qu'est-ce que ça raconte, Plastique? Est-ce que tu peux nous dire? Plastique, ça raconte... Ça parle de toi? Ça parle de moi, ça parle du fait de se travestir pour... je sais pas, pour ressembler à quelque chose de mieux, de plus beau, de plus intelligent, de plus drôle, enfin être une version 2.0, je pense. Et ouais, ça parle beaucoup de ça, en fait. Et je pense que ça m'a fait du bien de l'écrire. Ça a mis le doigt sur quelque chose. C'était un peu ce masque que tu portais, par exemple, quand tu étais dans ton call center? C'est un peu ça? C'est un masque que j'ai porté dans le call center, mais c'est un masque aussi que j'ai porté, je trouve, même dans mes interactions parfois juste sociales, quoi, avec les gens. Je pense qu'à un moment, j'avais l'impression que j'étais pas suffisante, pas assez intelligente. Je me disais, non, mais il faut qu'on ait l'impression que j'ai lu ce livre, que je suis cultivée à ce niveau-là. Enfin, il y avait un truc, je sais pas, de complexe, un peu d'infériorité, et qui faisait que je mettais souvent un masque. Et mais je pense que c'est des trucs qui prennent vraiment racine dans l'enfance. En fait, moi, je pense que le fait de porter des masques à l'âge adulte, bon, c'est un truc que tout le monde fait, mais je pense que ça prend racine à l'enfance. Quand, par exemple, à l'enfance, on te dit, OK, comme t'es là, c'est parfait. Bah, je pense que tu grandis avec ça et que que peut-être tu te sens d'office aligné et tu te sens OK avec tes imperfections, parce qu'en fait, on t'a dit que ce que t'étais, c'était OK, tu vois. Donc, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y avait un truc de l'enfance que peut-être j'ai traîné jusque dans l'âge adulte et tout. Mais là, ça va. Là, je suis moi-même, voilà. Tu t'es retrouvée? Je me suis trouvée, je pense. Ouais. C'est une petite nuance. Plastique, alors tu as fait un clip pour Plastique, puisque ça s'appelle Experte à la Une, ce podcast. Ton expertise, c'est quand même d'être autrice-compositrice. Oui. Et je dirais que cette expertise, tu vas aussi la chercher, non pas qu'à travers le son, mais aussi à travers l'image. Ça, c'est hyper important pour toi. Et je pense que c'est aussi ta singularité aujourd'hui. Ben, merci déjà, si vous avez remarqué ça. Si tu as remarqué ça, pardon. Mais ouais, l'image, c'est trop important. En fait, ça fait partie intégrante totalement de comment je vois mon art. Et parce que j'ai l'impression que quand tu mets de l'image, t'as l'opportunité de donner une autre lecture à la chanson.
de contextualiser, de poser des questions. En fait, des fois, quand tu entends un son, tu te projettes pas totalement sur ce que la personne elle voulait dire, mais quand par exemple, la plastique, j'étais dans un night shop, enfin dans une épicerie, on peut se demander pourquoi cette épicerie-là, ça a l'air populaire, pourquoi elle se mouvoie comme ça, pourquoi elle est habillée comme ça. Ah ok, elle est luxée. En fait, pour moi, c'est tous des détails qui viennent aussi raconter quelque chose et qui déjà, premièrement, peuvent inviter des gens qui te ressemblent à écouter ta musique, je pense. Et aussi, ouais, qui donnent d'autres lectures, qui permettent d'étendre vraiment la chanson. Donc ouais, c'est trop, trop important pour moi, vraiment. Et c'est toi, là, qui as décidé du storytelling de ce clip, de ce que tu souhaitais, de comment tu allais être habillée, quel style tu voulais donner à ce clip. C'est toi. Oui. Après, j'ai la chance de vraiment être bien accompagnée, de toujours bien choisir mes réals. Et j'ai des réals qui m'accompagnent et qui sont incroyables. Et la réal sur ce clip, elle s'appelle Milena Passina. Mais en gros, oui, quand même, sur les clips, en fait, et sur toute ma musique, j'aime le fait d'être quand même à l'initiative de chaque chose. C'est-à-dire que même si après, une réal va passer après et va étendre mon idée, c'est nécessaire pour moi que ça vienne de moi. Parce que la personne qui regarde, elle va des fois avoir une cohérence totale dans le projet. Elle va pas savoir pourquoi, elle va pas savoir pointer du doigt. Mais en fait, c'est juste parce que l'artiste est impliqué un peu partout. Et du coup, il y a un truc qui sonne vrai, qui sonne juste, tu vois. Et donc, ouais, là, dans Plastique, je voulais absolument faire ça dans cette épicerie-là. Ça avait du sens. C'est une épicerie particulière quand même, parce que je crois que c'est une épicerie, d'après ce que j'ai lu, qui appartient au père d'une de tes amies, c'est ça ? Exactement. J'ai bien lu alors. Ouais, franchement, le taf, il est parfait. Mais et pour toi, c'était important d'aller dans cette épicerie-là ? Oui. Pourquoi ? C'était hyper important pour moi parce qu'en fait, cette épicerie-là, en fait, elle appartient à une maison, juste au-dessus, il y a une maison. Et j'ai habité là pendant presque 1 an. Là, c'était où ? C'était à Molenbeek ? Non, là, c'était à Tubize. À Tubize ? C'était à côté de Bruxelles. Et c'est juste après que ma mamie est tombée malade, je cherchais où habiter. Et en fait, ma meilleure amie m'a dit, mais viens, au moins quelques mois, etc. Et sa famille m'a accueillie vraiment comme leur enfant. Maintenant que je suis grande, je me dis, c'est quand même une folie d'avoir fait ça. Ils savaient même pas qui étaient mes parents, rien du tout. Ils ont juste accepté que je sois là. Et c'est juste qu'à présent, c'est une deuxième famille pour moi, tu vois. Donc, ce moment-là où j'ai été chez eux, où j'ai vu ce qu'était un peu une famille idéale aussi, où j'ai senti qu'on s'occupait de moi, ça m'a fait du bien, ça m'a fait un peu une pause dans mon rythme de vie. Ça a été un peu un virage que j'ai pris à ce moment-là. Et ça a été un moment où je me suis dit, OK, il y a aussi d'autres personnes qui peuvent faire partie de ta famille, même si c'est pas les liens du sang. Et donc, ouais, le fait de faire le clip là, c'était comme un peu si la boucle était bouclée. C'est comme si j'ai envoyé un message à la Camille de cette époque-là et qui galérait et de dire, OK, tu vois, tu l'as fait. Donc, le fait d'être là à ce moment-là, c'était très précieux. Et c'était aussi une façon de leur dire merci, peut-être ? Bien sûr. Et c'est un hommage incroyable par rapport au lieu, bien sûr. Non, c'est donc, ils ont fermé l'épicerie pour toi ? Ils ont fermé l'épicerie pour moi. Combien de jours ? C'était difficile, mais 1 jour. Un jour ? 1 jour. T'as tourné en 1 jour, tu savais ce que tu voulais ? Ouais, du matin au soir. Et tu leur as transformé l'épicerie ou t'as laissé tel quel ? Non, on l'a un peu transformé. On a rajouté quelques détails, mais c'est des détails subtils. Mais en vrai, elle avait tellement de cachets, cette épicerie, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc voilà. Et alors, ils sont heureux aujourd'hui de voir leur épicerie partout, diffusée ? Franchement, oui. Et je pense que ça a fait un peu ma pub à Tubize. Toute la ville de Tubize maintenant sait que je fais de la musique, etc. Donc oui, ça a fait de la pub. Et puis, je pense que des fois, c'est important d'utiliser des lieux de nos histoires pour donner du sens aussi à ce qu'on fait. Tu vois, je te disais, des fois, les auditeurs, ils savent pas pointer du doigt pourquoi ça les impacte. Mais je pense que c'est dans des petits détails comme ça. Même s'ils le savent pas, en fait, il y a un truc qui sonne un peu juste et un peu peut-être juste, et qui fait que ça les touche. Elle s'appelle comment, l'épicerie ? Allez, un peu de pub. L'épicerie, elle a pas de nom. Elle s'appelle l'épicerie de Salim. C'est l'épicerie de Tubize. C'est de Salim, c'est l'épicerie de Tubize. En fait, tout le monde sait, c'est un carrefour, il n'y a même pas de nom au-dessus, il n'y a rien. Alors, tu aimes ça aussi, te retrouver dans des endroits qui sont familiers et tu aimes cette collaboration parce que j'ai vu que dans d'autres clips aussi, tu fais appel à des jeunes créateurs, à des producteurs pour t'accompagner même dans tes clips, les autres que tu as fait. Tu n'en as pas fait encore 50 clips, mais tu fais appel à la créativité des jeunes. Tu t'ouvres. C'est une nouvelle façon de faire, ça aussi, non, chez un artiste ? Oui, je pense que... En fait, il y a tellement de talent. Et je sais pas, vous faites... Enfin, tu fais référence à quel... je sais que tu as fait appel à des créateurs pour faire un son. Pour faire un son et un clip, non, aussi ? Oui, exactement. Ah bah oui. Et oui. Mais ça, c'est... en fait, c'est une démarche que je trouvais cool
et presque drôle, en fait, parce qu'en général, tu sais, quand t'es artiste et que tu commences un peu à décoller, tu vas chercher à faire des featuring avec des personnes plus installées que toi, tu vois. Ce qui est normal, parce que voilà, un truc d'opportunité, etc. Et ouais, je sais pas, je pense que j'ai trouvé ça cool de me dire, de faire un peu une passe. Parce que moi-même, j'ai été cette personne qui a un peu galéré, de faire un peu une passe à quelqu'un qui est juste invisibilisé, mais qui a beaucoup de talent. Et donc, ouais, j'ai fait appel aux personnes talentueuses qui ont vraiment envie, qui m'envoient un peu leur truc et qu'on voit s'il y a moyen de faire quelque chose ensemble. Ouais. C'est un peu, tu veux un petit peu rendre ce qu'on t'a donné, c'est-à-dire ce que tu as fait en envoyant ta vidéo, tu te dis, il y a peut-être des jeunes qui galèrent et je vais les aider à ma manière. Je pense que je pense que c'est ça. Je pense que je veux rendre ce qu'on m'a donné, mais je pense aussi que je veux, j'aurais voulu moi aussi, je sais pas moi, à l'époque, si j'avais vu une artiste que je kiffe qui propose de faire un featuring, mais j'aurais pété ma tête. J'aurais pété ma tête contre un mur. C'est une folie. Donc en fait, juste le fait de me dire, ok, je fais une passe, je prête un peu ma lumière, ça me fait plaisir. Alors, t'aurais pété ta tête contre un mur. Et est-ce que tu la pètes quand... C'est un peu intense, je suis un peu intense dans mes propos. Non, mais c'est toi. Oui, ouais. Est-ce que tu l'as pété cette tête contre les murs quand Stromae te remarque et fait de toi un coup de cœur durant une interview, je crois? Mais voilà, ça c'est un exemple parfait. Oui, j'ai pété ma tête contre un mur à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait, je te jure, quand j'ai entendu qu'il a cité mon nom, qu'il a cité ma musique, je me suis dit, mais est-ce que je suis dans un univers parallèle? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je suis dans un rêve? Parce qu'en fait, c'est des artistes qui ont l'air intouchables, lointains aussi, parce qu'il a tellement fonctionné à un niveau international que... Et puis, c'est un artiste que j'admire beaucoup. J'ai étudié son parcours, vraiment, je l'ai étudié. Et ouais, je pense que j'en avais bien besoin, en plus, à ce moment-là, d'avoir une sorte de confirmation, de dire, ouais, ce que tu fais, c'est trop fort. Donc, ouais, j'ai pété ma tête contre un mur. Et comment ça arrive à lui? Comment ton nom arrive jusqu'à lui? Il entend ta chanson, il tombe dessus par hasard? Il l'a entendu à la radio. Il a dit sur la vidéo, il a dit qu'il l'a entendu sur Tipeee et qu'au premier abord, il savait pas. Et puis après, quand il a réécouté, il a dit non, en fait, c'est quand même très lourd. Voilà. Et ça t'aide? L'appui d'un Stromae, ça va te faire... ça te propulse? Ça aide d'office. Ça aide d'office parce que les gens, des fois, ont besoin de voir qu'une jeune artiste ou un jeune artiste est validé un peu par ses pairs. Et ça donne un peu un cachet, un truc, une sorte de validation. Et je pense que même moi, dans mon processus, enfin dans ma sensation de légitimité, ça a nourri quelque chose. Le fait qu'ils me disent, ouais, non, ce que tu fais, c'est vraiment bien. Tu l'as rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Et alors? Et je l'ai remercié. Déjà, premièrement, je l'ai remercié. Et je lui ai dit que c'était vraiment fou ce qu'il a dit. Et puis en fait, il est hyper sympa, il est hyper simple, dans le bon sens du terme. Et ouais, c'est très inspirant. Enfin, juste, j'ai aimé échanger avec lui. Il m'a donné quelques points d'attention par rapport à l'industrie de la musique. Et voilà, c'est Stromae, quoi. Et ton manager, donc Gandhi. Oui. Revenons un peu à Gandhi. Oui. En quoi il t'aide et quels sont ses conseils? Est-ce qu'ils sont précieux là aussi? Tu en as besoin? Pourquoi? Comment il te fait avancer? Parce que là, tu vas sortir, d'ailleurs, je crois, à 16h, je ne sais pas quelle heure il est. Il y a ton prochain clip qui sort à 16h. Ouais. Rien à fêter. Rien à fêter. Et là aussi, tu retournes dans ton quartier. En fait, là, je retourne pas dans mon quartier forcément, mais c'est le quartier de Gandhi à la base. On a eu accès là, mais c'est un quartier de Bruxelles, donc c'est totalement familier pour moi. Mais du coup, c'était ta question, c'était par rapport à Gandhi. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Quel conseil, qu'est-ce qu'il m'apporte? Je pense que le plus gros truc qu'il m'apporte, c'est le fait de me laisser faire. En fait, il me dit tout le temps que c'est moi qui ai la vérité par rapport à ma musique. Dans le sens où, par exemple, je lui demandais est-ce que t'es sûr? Est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Ou est-ce que... Il me dit non. Il me dit, même moi, je sais pas. La vérité par rapport à ton chemin, c'est toi qui l'as, tu vois. Et rien que le fait de dire ça, déjà, ça te met en confiance. Et je pense que comme il est artiste aussi, il sait qu'en fait, il y a des choses qu'on peut pas maîtriser, qu'on peut pas anticiper. Et il a l'intelligence de se dire, OK, il y a des choses que je sais pas et que c'est dans sa tête. Et juste, il me soutient. Je vais avoir une idée qui est un peu folle. Genre, pour la release de mon premier EP, j'ai voulu faire ça dans une gare. Ça avait jamais été fait. On savait pas qui allait venir, qui allait pas venir. Et juste, il a organisé, il a fait. Il a dit, OK, on y va. Là, c'était quoi? Encore? C'était mon EP. Tout mon EP complexe. J'ai fait la release de tout mon EP. Ouais. Parce qu'il y a ce titre aussi, encore, qui est aussi, là encore, une bascule pour toi. Effectivement.
encore, c'est un morceau, comme le titre l'indique, j'en veux encore. Je veux plus. Et je pense que c'est un morceau qui m'a fait du bien parce que quand je le crie haut et fort en concert, ça me permet de me libérer de cette mentalité-là, de me dire, OK, oui, t'en veux plus et t'as le droit, en fait. Et je pense que c'est la chanson où j'ai rencontré la première fois mon public parce que j'ai voulu faire des capsules dans Bruxelles. J'avais dit, oui, les gens qui me suivent, qui m'écoutent, si vous voulez, venez, on fait une vidéo. Et il y a eu plein de personnes qui sont venues. Et là aussi, tu fais appel aux gens. Comme en fait, ça, tu lances un appel. Tu lances ça sur les réseaux sociaux. Mais j'ai peur, hein, je le fais, mais après, j'ai peur. Hein, je suis comme ça, je suis toute. Pourquoi t'as peur? Parce qu'en fait. T'as peur qu'ils ne viennent pas et qu'ils ne soient pas au rendez-vous. Déjà, j'ai peur qu'ils ne soient pas au rendez-vous, mais au-delà de ça, en fait, c'est des gens qui donnent de leur temps. Moi, je porte beaucoup d'importance à ça. C'est des gens qui ils s'organisent, ils disent OK, comment je vais m'habiller, OK, je pars à telle heure, je m'organise, je viens, je me maquille, je prends ma journée. C'est sûr qu'avec toi, il faut réfléchir à comment on va s'habiller. Non, parce après... que si on est dans ta capsule ou dans ton clip, moi je vais avoir du mal, par exemple. Mais j'envoie des moodboards. J'envoie des moodboards. D'accord. Tu fais le maquillage aussi parce que tu t'es maquillée tout à l'heure toute seule et j'ai vu que tu étais parfaite. Mais merci beaucoup. Mais toutes les filles qui étaient là, elles sont bien maquillées, elles sont bien sapées, franchement. J'ai attiré à moi des personnes qui s'habillaient. Moi, tu me prends pas, par exemple. Si, pourquoi pas. Franchement, si. Okay. Non, à tout moment, franchement, ça va donner un peu de peps et tout, j'aime bien. Si. Bon, ok. mais oui, non, j'avais appelé des gens pour faire une capsule à ce moment-là. Et je pense que c'est la première fois que j'ai rencontré mon public, en fait, parce que j'avais pas encore fait de concert à mon nom. Et c'était très, très spécial parce que j'ai vu, au travers ces filles qui étaient là, j'ai vu qu'on avait, à certains endroits, peut-être des chemins communs. Je sais pas comment te dire, mais des fois, juste une personne dans sa manière de parler, de se vêtir, je sais pas, tu sens qu'il y a des codes communs. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est fou, la musique, ce que ça fait, ça te ramène des gens qui se sentent concernés, en fait, par ce que tu racontes et qui te ressemblent de près ou de loin. Et c'est là que j'ai décidé de quoi allait parler mon album. Quand je suis rentrée à la maison après cette capsule-là, j'ai dit, OK, mon prochain projet, il va être beaucoup plus intime. C'est ton public, finalement, qui t'a donné cette idée de te dire, je vais écrire ça derrière. Ouais. Alors, ton public, si tu devais à part le fait qu'il te ressemble, c'est qui? Ce sont plutôt des femmes, des jeunes, C'est qui ton public? C'est des femmes et des hommes. Il y a, franchement, je sais pas si je peux dire jeunes. Franchement, il y a de tout âge. Ça va de 20 à, je pense, 50 ans, en vrai. Mais il y a surtout peut-être 20, 30 ans. J'ai un peu menti, 20, 35 ans. Et c'est des gens... je pense que c'est des gens qui se retrouvent dans ce que je raconte, même s'ils n'ont pas eu exactement la même vie que moi, mais tout est universel, tu vois. Quand tu chantes l'amour, quand tu chantes ta peine, quand tu chantes le manque, même parfois de ta famille ou quoi, c'est des thèmes en fait qui sont très universels. Moi, j'ai l'impression que je me raconte très intimement et dans le détail et qu'il n'y a que ma vie qui est comme ça. Mais en fait, je pense que quand le propos il est sincère en vrai, même si c'est très personnel, une personne qui peut paraître loin de toi peut se reconnaître, tu vois. Peut-être même toi, tu peux te reconnaître dans certaines choses. Comme ma chanson Plastique, le fait de mettre des masques, sûrement que tu l'as déjà fait dans ta vie. Peut-être que tu en portes un là maintenant. Peut-être. Qui sait? C'est ça? Ouais, peut-être. Donc en vrai, c'est des thèmes universels, tu vois. Et encore, c'est là, dans ce titre, c'est je veux être connue, je veux le succès. Vraiment, là, tu passes un cap. Ouais, je pense que rien que le fait de le dire, tu passes un cap. Hein. C'est assumé comme ça, parce qu'avant, j'étais un peu dans l'humilité, non, mais je veux, mais voilà, et tout. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, j'ai envie, et je veux le dire, et je veux que les gens le sachent, le comprennent. Et ça m'a fait du bien. Je pense que c'est un message que je porte d'abord à moi-même. Je pense que le fait de l'écrire, c'est d'abord à moi-même de dire, OK, Camille, tu peux. En fait, tu peux vouloir plus. Ça donne quoi, si tu nous fais 2-3 notes? C'est vrai, comme ça, là? Ouais, comme ça en live. Ça fait, je l'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore. Plus de succès, de posters de moi qui font les décors. Voilà. Un peu timide. Ah non, non, ça y est, c'est dépassé la timidité. C'est dépassé. Ça fait partie du personnage. Ouais. Je fais genre, mais je suis pas timide, en fait. Alors, il y a aussi ce titre, je n'ai rien dit à personne. Alors là, tu passes un cran supplémentaire dans ce que tu vas dévoiler de ta vie. Je pense que là, je suis vraiment impudique. Je suis totalement impudique. Et ça donne quoi? Vas-y. Ah, cette chanson-là? Ouais. C'est des surprises, là. Je m'attendais pas à ça, en fait. Ça donne... Je ne l'ai jamais dit à personne. Qu'à 16 ans à peine, je passe de toi en toi, de virage en virage, drôle de vie incertaine. Voilà.
Moi, j'ai vu le clip, il est hyper fort, ton clip. Merci Tu beaucoup. passes dans des états complètement différents. Enfin, tu crées vraiment un personnage. T'es animé par ton titre. Donc, c'est profond, là, ce que tu as chanté dans ce titre-là. Pour toi, c'était aussi encore une nouvelle façon de te révéler, de dire des choses haut et fortes que tu n'avais jamais pu dire. Je pense, ouais, je t'avoue que quand je l'ai écrit, je crois que je savais même pas pourquoi je l'écrivais. C'est vraiment né comme ça. À la fin d'une journée au studio, il y a un compo à moi qui m'a demandé est-ce que tu dis tout en musique? Et ça a fait un peu tilt comme ça. Et sans l'anticiper, j'ai commencé un peu à gratter à la guitare et c'est ces phrases-là qui sont venues. Je ne l'ai jamais dit à personne. Et j'ai tout tiré de là. Et pour te dire même la vérité, au moment où je l'écris, je n'anticipe pas du tout que c'est une chanson qui va potentiellement sortir et que je vais potentiellement chanter devant les gens. Je suis juste dans mon moment. Je suis juste occupée d'écrire une chanson. Et c'est après qu'on se dit, en fait, non, la chanson, elle est vraiment bien. Est-ce qu'on la sortirait pas? Je me dis, ah ok, donc ça veut dire que des gens vont l'écouter. Et c'était particulier. Et là, c'est Gandhi qui intervient pour te dire ouais, il faut la sortir, celle-là, elle est bien. Même pas forcément, je savais que j'allais la sortir. Je savais. T'écris vite? T'écris plutôt le soir, la nuit? J'ai pas d'heure. Vraiment, moi, je suis quelqu'un de désorganisé. C'est ça T'as vraiment tombé le masque. Parce que tu m'as dit call center, j'étais super organisée. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors que c'est pas du tout le cas. Je suis très désorganisée. Mais ouais, non, je peux écrire partout. J'écris dans les transports, j'écris le matin, j'écris la nuit, j'écris sous la couette, je peux écrire partout. Il n'y a pas de règles. Mais c'était quoi ta question? Je sais plus. Si, quand est-ce que tu écrivais? Est-ce que tu écrivais vite? Est-ce que j'écris vite? En général, oui. J'écris assez vite, mais j'écris plus lentement que quand j'écris pour les autres. Quand j'écris pour moi, ça prend plus de temps. Ok. Et pour les autres? C'est expéditif. Expéditif, ça va vite. Mais parce que c'est peut-être pas tes histoires non plus. Parce que c'est pas mes histoires forcément. En fait, tu donnes toujours un petit peu de temps quand t'écris, mais c'est pas mes histoires. Tu cherches plus tes mots pour toi. Voilà. En fait, c'est ça. C'est parce que je sais précisément ce que je veux raconter me concernant. Donc, je vais me prendre la tête sur un mot, sur un terme, sur l'angle. Et donc, ça prend plus de temps pour moi. Tu l'as définie comment, ta musique aujourd'hui? C'est de la moderne pop? C'est quoi? Si tu devais... C'est bien, moderne pop, mais je dis souvent que c'est de la nouvelle pop. C'est la même chose que ce que tu viens de dire en soi. Et en soi, il y a un croisement de genres. C'est-à-dire que tu peux entendre autant du rock que des influences parfois un peu rap. Et à la fois, ça se veut populaire. Donc en fait, je pense que j'assume le côté éclectique de mon projet. J'assume le fait qu'il y ait plein de genres qui me composent. Mais ça se veut pop, quoi. Même dans la manière de me présenter visuellement, etc. Tu veux toucher tout le monde? Oui, je veux que ce soit grandiose. Et ton album qui va sortir là, parce que ça sera le premier en fait, ce sera pas le dernier, c'est le dernier et le premier. Exact. Enfin, j'espère pas le dernier quand même. Donc il va sortir en juin. Oui. Donc là, en mai, le 22 mai. En mai, d'accord. Ce sera quoi le titre? Ce sera Jeune et laide. Alors ça aussi, revenons à ça, parce que c'est pas innocent non plus là, ce titre. Pourquoi? Pourquoi ça vous surprend, ce titre? Parce que j'ai l'impression, c'est ce que tu racontes en tout cas, que tu n'aimais pas ton visage. Ok. Donc, ok, d'accord. Ouais, donc, c'est pas innocent. C'est pas innocent. Il y a de ça derrière le titre. Moi, ce que j'ai aimé derrière ce titre, enfin, déjà, j'ai appelé mon album comme ça parce que je parle beaucoup de ma jeunesse. Dans tout l'album, je parle que de ma jeunesse. Et je trouve ça drôle de mettre le mot lait à côté de jeune parce que je pense que on pense pas à ça du tout. Quand on parle de jeunesse, on pense à la fougue, on pense à jeune et jolie, on pense à plein de choses positives. Et dans l'album, je parle pas de ça. Je parle d'une vie plutôt cabossée, une jeunesse plutôt cabossée, vivante, vraie. Et je pense que plus tu te rapproches du vrai, plus tu te rapproches du lait, mais pas dans le sens négatif, mais dans le sens où tu vois tout, tu vois les fissures, ce qui n'a pas été. Et c'est ça aussi, en fait, la jeunesse de plein de monde. Et donc, ouais, je voulais un peu le brandir plus en fierté et me dire, OK, voilà, c'est placardé, jeune et laide. Et tu parles beaucoup des traits de ton visage. Pourquoi tu étais complexée par ton apparence? Apparence physique ou c'était vraiment ton visage? C'est la couleur? C'était plus, ouais. Par rapport à la couleur? Je pense mes cheveux, je pense ma couleur, je pense mes traits, mon nez notamment. Et pourquoi? Parce que je pense que
je pense qu'on est dans une société où le beau, bah c'est plus t'es clair, plus t'es beau, plus t'as des traits fins, plus t'es beau, plus t'as les cheveux lisses, plus t'es beau. Enfin, il y a quand même encore ce truc qui était beaucoup présent, en tout cas à ce moment-là, quand j'étais plus jeune. Mais je pense aussi que c'est... Mais ça, ce sont tes a priori, peut-être, non? Non, je pense pas quand même. Franchement, je pense Non. pas que ce sont mes a priori. Déjà, je pense que je suis privilégiée. Je pense que le fait que je sois métissée, que je sois pas noire, déjà, je suis privilégiée et je suis peut-être vue comme plus belle parfois par rapport à la société. Je dis bien ça. Mais moi, me concernant, c'est déjà, j'ai grandi dans un foyer qui était multiculturel. Ma maman, elle est blanche. Donc, ça fait que déjà, en termes d'exemple féminin, j'ai quelque chose qui me ressemble pas du tout. Et je comprenais que des fois, il y a des sous-entendus, même dans les familles, qui décrivent une certaine forme de beauté qui parfois ne correspond pas à ce que toi tu es. Et moi, je sais que mes traits qui étaient épais, mon nez c'est moi qui avais le nez le plus épaté de la maison, donc je le savais, on me l'avait déjà dit. Donc je pense que des petits trucs comme ça fait que tu peux un peu nourrir un complexe. Et oui, les cheveux, enfin, c'est des choses. Ça mettrait du temps à tout expliquer, mais par exemple, pour assumer mes cheveux, c'est quand j'ai eu 16 ans, ma mère me les défrisait depuis que j'avais 5 ans, donc je ne connaissais même pas ma chevelure. Et c'est à 16 ans que je me dis, OK, en fait, mes cheveux ressemblent à quoi? Je prends mon propre courage de demander à ma sœur de tout couper. Donc, je coupe tous mes cheveux. J'ai la boule au ventre en allant à l'école, en me disant, qu'est-ce qu'on va dire de mes cheveux? Enfin, tu vois, il y a un truc quand même qui est autour de l'identité, de la couleur de peau, qui parfois peut être un peu lourd à porter. Donc, j'ai mis du temps à m'aimer. Dans ta chanson, tu dis « Je volais des euros dans la voiture de mon daron. D'ailleurs, où est mon père, mon pays, mes traditions? Ils font des erreurs, mais c'est moi qui demande pardon. Non, je ne l'ai jamais dit à personne. » Oui. Ben, tout est dit, en vrai. Tout est dit dans ça. Cet épisode dont je parle, c'était un moment où j'étais au Congo, en fait, avec mon père et avec... j'ai honte un peu. Bon, il entendra sûrement pas ce podcast. Et en fait, oui, j'étais dans sa voiture. Je volais de l'argent avec ma sœur et on faisait des plans sur la comète. Peut-être qu'il le sait, ça se trouve en plus. Mais au-delà de ça, plus largement, là, c'était un petit épisode que je racontais, mais plus largement, je pense que ouais, des fois, les parents, ils font des fois des erreurs, des choses qui bouleversent nos vies. Moi, c'était mon cas. Et je pense que j'avais besoin plus de mon père à un moment crucial de ma vie et il n'était pas là. Et ça, je pense, ça a bouleversé mon itinéraire. Et au final, c'est dur des fois de recevoir pas des pardons, mais peut-être une reconnaissance d'erreurs qui a influencé nos parcours, tu vois. Mais je sais pas si c'est générationnel. Est-ce que c'est un truc peut-être de génération où il y a une certaine fierté, donc tu parles pas forcément à ton enfant des erreurs que tu as pu faire et qui les influence. Après, moi, j'ai la chance que mon père, là, récemment, j'ai eu une conversation avec lui et ça m'avait beaucoup touchée d'ailleurs parce il a entendu la chanson. Je l'ai pas envoyée, il l'a entendue lui-même. Et il m'a dit pardon. En fait, c'était assez... ça m'avait bouleversée, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Et donc, comme quoi, tout est possible. Et c'est ce que j'allais te demander. Je veux dire, c'est toi qui dis pardon, mais le pardon, il doit venir des deux côtés, peut-être. Le pardon, il doit venir des deux côtés, je pense. Et en fait, je pense qu'il doit surtout avoir de la communication. Parce que, comme j'ai dit, je sais pas si c'est générationnel, mais des fois, il y a des choses que les parents font, que peut-être moi, je comprends pas parce que j'ai pas toute l'histoire, pas tout le contexte, mais il faut que ça communique. Et oui, en vrai, ce qu'on vit avec nos parents quand on est enfant, ça vient influencer totalement l'adulte qu'on va être, l'adulte que je suis aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des choses qui doivent parfois être un peu dénouées pour s'en sortir. Est-ce que tu te trouves jolie aujourd'hui, Camille ? Je me trouve fraîche. Non, franchement, je me trouve belle aujourd'hui. Ça fait déjà un petit temps que je me trouve belle. C'est des complexes que j'ai su abattre il y a déjà longtemps. Heureusement, franchement. Ouf. Heureusement. Ouais, vraiment ouf. Et je me rends compte que c'était bête. Mais on vit dans une société où on se regarde beaucoup aussi. Et donc voilà. Alors, dans ton clip là, qui sort cet après-midi, Rien à fêter, là aussi, c'est triste. C'est triste. Je l'ai écouté tout à l'heure, parce que tu m'as envoyé juste avant. Oui. J'ai eu le droit à un petit extrait. Là encore, c'est dur. Si on écoute... Rien à fêter dans mon quartier. Ouais, c'est vrai. En fait, cette chanson-là, j'ai l'impression qu'elle est un peu paradoxale, parce qu'elle est dure quand tu l'écoutes et quand tu regardes le texte, mais à la fois, t'as quand même envie un peu de danser.
il y a un peu une rythmique où t'as quand même envie un peu de danser dessus. Je te parle des mots. Ouais, j'essaie. Mais la musique qui accompagne, c'est important aussi. Donc, il y a un peu un paradoxe. Et en fait, oui, c'est un peu dur ce que je dis, oui, qu'il y a rien, que je tourne en rond dans le quartier. En fait, je parle de C'est ce que tu penses avoir vécu, ça, tourner en rond à un moment donné dans ton quartier? Bien sûr. Ouais. Je pense que je l'ai vécu et je pense que vraiment beaucoup de jeunes de quartiers populaires l'ont vécu. Des étés un peu interminables où tu vas pas en vacances et tu traînes ton été, tu sais pas quoi faire, tu traînes un peu, tu vois un pote, tu finis dans telle petite soirée, tu rentres à la maison. Puis voilà, un peu une sorte de non-perspective d'autre chose. Et à la fois, en vrai, il y a aussi des belles choses qui se passent entre ces lignes-là. Il y a aussi des belles choses et ça fait aussi qui on est. Mais en fait, entre les lignes de cette chanson-là, je pense que je sous-entends qu'on en veut plus, on veut quelque chose d'autre. Et après, je dépeins une réalité de quartier qui, moi, me fait pas tant de peine que ça. Enfin, c'est juste que je me dis, c'est ça, c'est l'état des lieux. Il faut se créer des opportunités comme toi, tu l'as fait aussi. C'est peut-être un message que tu pourrais porter. Il faut se créer des opportunités, mais je pense aussi que... moi, je veux pas être la représentante de... vous voyez, c'est possible, j'y suis arrivée, donc vous pouvez y arriver. Moi, c'est un truc, je suis un peu anti ça, dans le sens où moi, j'estime être un peu l'exception. J'estime être passée entre les mailles du filet. Sincèrement, je pense que quand t'es issu de certains milieux, il y a quand même des choses qui régissent qui tu vas être et que ça va être plus compliqué pour toi d'arriver à tel endroit. Donc, je serais plus en mode de dire, il y a moyen, mais je vous comprends. Et ça fait du bien aussi de donner un peu de rêve. En fait, il faut les deux. C'est-à-dire, il faut quand même donner de l'espoir, il faut des figures, il faut se dire, OK, elle a tel chemin, elle y est arrivée. C'est important parce que ça crée un imaginaire et tout passe par l'imaginaire, tu vois. Donc, j'y crois à 100%. Mais je veux juste aussi dire à côté de ça que je crois pas au qui veut peu. Je pense qu'il faut être équilibré entre les deux. T'as pas envie d'être un modèle pour cette jeunesse-là? Si, je veux être un modèle, mais je veux leur dire aussi que si y en a qui arrivent pas encore, c'est pas parce qu'ils méritent pas, c'est parce qu'en fait la société parfois aussi met des bâtons dans les roues, que c'est pas que leur faute ou leur manque de volonté, quoi. Donc je veux être un modèle, mais je veux juste dire qu'il y a un équilibre à trouver. Tu as été récompensée. Yes. Pour tout ce que tu as fait depuis maintenant 2 ans. Alors qu'est-ce que tu as eu comme récompense? Et là aussi, est-ce que ça t'a propulsé encore plus en Belgique et ailleurs? Et en France notamment, peut-être. C'est vrai. Les récompenses que j'ai eu quoi? J'ai eu MME Awards. C'est Music Move Europe Awards. Et ça, c'est une récompense. C'est quand même, je pense, que c'est la plus prestigieuse que j'ai eue là récemment. Et en gros, c'est une récompense qui récompense des talents européens. Il y a Stromae qui est passé par là. Il y a, je pense, il y a Dua Lipa qui est passé par là aussi. Zao de Sagazan. Donc, il y a quand même eu des noms, vraiment des beaux noms. Et ouais, incroyable, mais j'en ai eu un. Ouais. T'en as eu d'autres? J'ai eu une récompense, en effet, en Belgique. Je sais plus comment ça s'appelle. Il est où, Gandhi? Il va me souffler la réponse. Golden Afro Awards. Ouais, Golden Afro Awards. Et là, ça récompense les artistes de la diaspora africaine globalement, qui font des trucs cool dans tous les domaines. Ça peut être autant le cinéma ou autre ou quoi. Et moi, je l'ai eu pour la musique, donc c'est trop bien. Et toi, aujourd'hui, quels sont tes modèles? Est-ce que tu as des modèles? Est-ce que tu te retrouves dans toute cette génération, notamment de jeunes chanteuses qu'on peut entendre sur les ondes, qui sont passées par la Starac, par The Voice? Oui. Parce que toi, tu n'es pas passée par ce chemin-là. Mm-hmm. Tu t'es construite toute seule. Est-ce que tu as des modèles ou des chanteuses que tu aimes bien? Parce que vous ressemblez aussi un peu toutes. Vous êtes des jeunes femmes engagées. T'as Marguerite, t'as Santa, enfin après je sais pas quels sont tes modèles, mais tu dis d'ailleurs que t'es allée voir ton premier concert tardivement à 17 ans. Oui, c'est ça. C'est Youssoupha que j'ai vu. Ouais. Alors peut-être que tu as des modèles aussi en Belgique. Des modèles dans la musique de maintenant, actuelle. Ouais. Une artiste que j'admire beaucoup et qui m'inspire beaucoup, je pense, c'est Théodora. Ouais. Je trouve ça grand ce qu'elle fait. Qu'est-ce que t'aimes chez elle? Est-ce que c'est sa liberté? Honnêtement, j'aime sa liberté et ça me fait dire qu'on peut être libre et pas brider notre musique. Et j'aime ce qu'elle incarne. J'ai beaucoup aimé son discours qu'elle a eu aux Flammes, où elle a dit que voilà, ce trophée, c'est pour toutes les filles noires un peu bizarres. Je me suis sentie concernée. Donc, je me dis, OK, c'est ça, elle participe à ouvrir la voie. Et d'autres artistes, artistiquement, une que j'aime beaucoup,
que j'admire, j'ai pas forcément de modèle, mais que j'admire beaucoup. Je pense Zao de Sagazan aussi dans les artistes actuels. Elle a un truc où je trouve aussi qu'elle est très libre, très forte dans tous les domaines. J'aime beaucoup les artistes 360 qui sont aussi forts dans le texte, dans la musique, que sur scène, que même quand elle parle. Donc ouais, elle a un truc aussi qui est très fort et donc ouais, j'admire beaucoup son travail aussi à elle. Pour toi, être artiste, c'est un tout. Il faut maîtriser tout ça. C'est ton expertise à toi. Ouais. Pour moi, en tout cas pour mon art à moi, j'ai besoin de ça. C'est comme ça que je visualise ma musique et mon art, je le vois comme un truc 360. J'aime l'idée que le texte serve la musique, que la musique serve la scène, que le stylisme sert autre chose, enfin que tout se sert, et les clips aussi. Donc ouais, je vois ça en 360 parce que c'est comme ça que je le consomme. Des fois, il y a des artistes que j'écoute et que je découvre parce que juste j'ai regardé plein d'interviews d'eux. Je connais pas du tout leur musique, mais j'aime ce qu'ils représentent, leur aura, ce qu'ils racontent, leur message. Puis je me dis, ok, intéressant, j'aime bien ce qu'ils dégagent. Et là, je vais écouter leur musique, puis je vais voir leurs concerts. Enfin, tu vois. Donc je pense que vraiment, c'est un tout. Il y a un truc de package. Et aujourd'hui, est-ce que tu te mets des limites? Non. Non. Okay. Franchement, je me mets pas et je sais que je suis un peu comme quelqu'un de un peu naïf, qui voilà, j'imagine que tout est possible, etc. Mais j'avoue que je me mets pas de limites. Et si bien que j'ai du mal à dire, quand on me demande ouais, c'est quoi ton objectif le plus haut, franchement, j'ai du mal à dire parce que je vois pas de limite. En fait, je me dis, je veux tout. Je veux tout sans être dans un truc arrogant ou quoi, mais je veux m'autoriser d'imaginer le plus haut, quoi. C'est quoi la réussite pour toi? C'est plein de choses. Mais si je suis très honnête avec moi-même, je pense que j'ai déjà réussi. En fait, c'est juste que j'ai toujours plus d'objectifs et que je veux toujours plus. Mais en vrai, là, ce que je suis occupée de vivre actuellement, mais pour la Camille d'il y a à peine 3 ans, mais elle serait occupée de nouveau de se péter la tête contre un mur. Elle se dirait, mais t'as tout réussi, en fait. Rien que le fait de me lever le matin et de faire que ça, c'est une folie. En fait, c'est vraiment une folie. J'ai l'opportunité, je suis accompagnée, j'ai des belles équipes, il y a des gens qui croient en moi, j'ai des équipes qui croient en moi, on fait des visuels qui sont à mon image, j'ai l'occasion de partager ma musique, enfin c'est déjà un rêve éveillé, donc je pense que j'ai déjà réussi, mais je vais encore accomplir d'autres choses, voilà. Et c'est quoi les autres choses que tu veux accomplir? Honnêtement, j'aimerais que déjà ma musique, elle passe un step, dans le sens, pas en termes de qualité, mais en termes d'audience. En fait, j'ai besoin qu'il y ait plus de monde, j'aimerais qu'il y ait plus de monde qui soit touché par ma musique et qui l'écoute. Tu veux remplir un Bercy? Franchement, ce serait un rêve. Ouais, remplir un Bercy, 2, 3, pourquoi pas. Et à Bruxelles, tu remplis quoi? Pour l'instant, j'ai rempli une petite salle au Botanique. Donc, on avance pas à pas. Là, j'ai rempli ma première salle de 300 personnes au Botanique. Là, je vais faire ma maroquinerie le 28 avril. 500 personnes. On avance petit à petit. Les étapes, c'est important aussi. Donc voilà, mais on sait pas de quoi demain est fait. Festival aussi, oui. T'as envie de faire des festivals? Oui. Festival d'été? Franchement, oui. J'ai déjà fait l'été passé. J'ai eu la chance d'en faire l'été passé. Et là, c'est encore, je vais en faire. Je sais que je vais faire Dour. Je vais faire... Est-ce que je vais en faire à Paris? Je crois qu'à Paris, je passe pas. Parce que je suis déjà passée l'année passée. Je vais en faire plusieurs. Faut regarder sur mes réseaux. Et tu penses que tu resteras la même si tu remplis un Bercy? Oui, je pense. Franchement, je pense que je resterai la même. Honnêtement, j'espère. Je jure de rien. Mais en tout cas, j'espère au moins avoir des personnes, de bonnes personnes à côté de moi et saines d'esprit qui peuvent me mettre quelques petites gifles si je me prends pour je sais pas qui et qui peuvent me ressaisir. Mais honnêtement, me connaissant, déjà même là, des fois on me pose la question, on me dit ça va, ça ne monte pas trop à la tête, le fait que ça fonctionne un peu, etc. Et franchement, moi je fais juste de la musique au fait. Hein. C'est juste ça. Voilà, après quand je rentre à la maison, je suis moi, je suis avec tous mes travers, donc voilà. Alors, tu continues à te taper la tête contre les murs, mais en revanche, si la tête, elle... Fou, c'est ça. c'est ça que tu te demandes à ce qu'on arrête. Oui, ouais. Mais honnêtement, j'ai pas trop peur de ça. J'avoue que j'ai pas trop peur, je veux pas, je jure de rien. On sait jamais, on est tous des êtres humains et des fois on peut, je pense, tous dévier. On peut tous péter un câble. On peut tous péter un câble et moi je pense qu'on n'est pas fait pour trop de succès non plus. C'est un peu un truc contradictoire par rapport à ce qu'est un homme avec un grand H. Mais du coup, voilà, donc je jure de rien, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va m'arriver.
Aujourd'hui, donc plus de call center, tu vis bien de ta musique. Je vis de ma musique. Tu vis de ta musique. Ouais. Tu es installée où? À Bruxelles? Je suis installée en Belgique, dans une autre ville que personne connaît. Et, parce que pas connue. Parce que tu ne le dis pas. Parce que pas connue. Parce que pas connue. Donc ça sert à rien que je la cite, personne ne va la reconnaître. T'avais pas envie de vivre dans le centre de Bruxelles? Franchement, si. Mais à un moment donné, les moyens, à un moment donné, financièrement, Bruxelles, c'est cher. Et je voulais être dans un intérieur un peu confortable. Je voulais pouvoir m'offrir ça. Et donc, je me suis dit, OK, tu pars un peu plus loin, c'est pas grave. Et peut-être que je vais revenir à Bruxelles, hein, sûrement. Mais voilà, pour l'instant, je suis un peu ailleurs. Camille, est-ce que tu envisages de créer une famille? J'aimerais beaucoup. Franchement, j'aimerais beaucoup. Quand tu dis est-ce que j'envisage, c'est d'avoir des enfants? Créer une famille avec un mari, peut-être, des enfants Franchement, oui, c'est un truc je pense que j'en aurais besoin. Un mari, une compagne, enfin, un qui moment on veut. Ah oui, c'est ça. Mais à un moment dans ma vie, je pense que ouais, j'en aurais besoin. C'est un truc que j'envisage fortement. J'aimerais bien créer, enfin, un peu pas un idéal, mais je pense que j'ai besoin de créer mon cocon à moi, ouais. Je pense à un moment donné dans ma vie, pas tout de suite. Ta petite bulle à toi? Ma petite bulle, puis je sais pas, j'avoue que tout ce qui est maternité et tout, des fois on sait pas expliquer, mais c'est un truc qui te parle, soit c'est un truc qui te parle pas, mais c'est un truc que je me suis toujours projetée un jour en tant que maman, donc ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter 2 choses. Que ma musique pète. Et la deuxième, c'est la paix de l'esprit. Voilà, juste la paix. Merci beaucoup, Camille. Mais merci à toi, c'était super. C'était super. Yes. Merci. Je te demanderai juste de me mettre un petit mot. C'est la tradition dans le petit carnet des expertes. Nice. Merci beaucoup. Merci et je te souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Un merci. Ça marche. Merci beaucoup.